Monsieur le Président, Monsieur C, il y a quelques minutes à peine, vous avez évoqué l'élection du gouvernement minoritaire du Parti québécois en 2012, le 4 septembre 2012. J'étais acteur à ce moment-là, donc candidat. Mais vous avez parlé des médias. J'ai été journaliste 20 ans. Vous me permettrez juste de mettre un peu en contexte ce que vous avez dit en affirmant. Techniquement parlant, vous aviez raison. Les médias parlaient de l'élection de la première femme première ministre alors qu'on était en gouvernement minoritaire, il n'y avait strictement rien d'officiel et tout. Mais à partir du moment où la veille, le premier ministre sortant, M. Charest, avait dit publiquement qu'il reconnaissait la victoire de son adversaire, on peut comprendre que l'affaire était entendue. Et je crois aussi qu'il faut souligner le fait, je sais que ça se passe au Québec, je suis persuadé que ça se fait depuis des années aussi au fédéral, que nous avons de belles traditions canadiennes électorales. C'est que le perdant appelle toujours le gagnant. Et ça, c'est une très belle chose que l'on doit préserver et qui peut parfois soulever un peu la surprise, mais qui commande quand même le respect. Et ça a été magnifiquement illustré dans le film À hauteur d'homme, lorsqu'on voit en 2003 la défaite de M. Landry et qui prend le téléphone et qui prend la peine d'appeler le premier ministre élu. Simplement pour vous dire que j'ai des amis américains et français qui ont vu le film et qui ont été très surpris de voir que nos politiques, nos chefs de parti se parlaient le soir de l'élection. Et je ne citerai pas une de mes amies qui disait que chez lui, dans sa démocratie à lui, c'était même impensable d'imaginer ça. Alors, tant mieux si par bonheur, nos chefs et notre démocratie fait en sorte que nos chefs se parlent de façon civilisée et respectent le fondement même de notre démocratie, c'est-à-dire le choix du peuple. Monsieur C. Effectivement, et je vous dirais effectivement, on peut avoir eu cet échange-là, et on a les échanges. Habituellement, le chef téléphone, mais je vous donnerai le contre-exemple, moi, qui est celui de 2010 au Royaume-Uni, où on a le gouvernement sortant qui n'a pas la pluralité des sièges. Les conservateurs ont la pluralité des sièges, mais pas la majorité. Et il va y avoir des tractations avec le Lib Dem pour savoir qui va former le gouvernement. Alors, compte tenu de l'adoption du manuel et des discussions qui avaient eu lieu, les médias se sont retenus. Il n'y a aucun des médias britanniques qui, le soir même, a annoncé qui allait former le prochain gouvernement, même si on avait des bonnes raisons de croire que ça allait être les conservateurs, puisqu'ils avaient obtenu le plus grand nombre de sièges, pas la majorité, mais le plus grand nombre de sièges. Mais ils ont laissé le temps aux partis entre eux de discuter. Et donc, il y a eu des négociations entre le Parti travailliste et le Lib Dem, d'une part, et entre le Lib Dem et les conservateurs. Et il faut se rappeler que les conservateurs et le Lib Dem, pendant les élections, avaient dit qu'ils ne feraient pas de coalition. Mais compte tenu des résultats de cette soirée-là, tout le monde a conclu qu'il serait dans le meilleur intérêt de tous, plutôt que d'avoir un gouvernement minoritaire conservateur, qu'il y ait une coalition formelle qui soit formée. Et ça a été possible, entre autres, parce que, jusqu'à un certain point, les médias ont laissé la partie politique se jouer et que les acteurs politiques ont pu se parler. Si le soir, on annonce immédiatement, si la tendance se maintient, c'est le parti X qui formera le prochain gouvernement, toute autre formation qui tenterait de former le gouvernement sera automatiquement accusée de fraude ou de tentative de détournement de pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'il serait utile d'avoir des mécanismes comme ça dans un contexte où il y aura plus de gouvernements minoritaires pour laisser les politiciens qui sont élus déterminer entre eux qui formera le prochain gouvernement. Peut-être une déclaration et trois événements historiques par rapport à ce que vous venez de dire, tout à fait pertinent. Tout d'abord, légalement parlant, tout reste en place. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir de mécanismes supplémentaires, parce que légalement parlant, M. Charest était premier ministre jusqu'au jour de la sermentation de Mme Marois, donc ça ne changeait strictement rien. Trois événements historiques à rappeler par rapport à ça. Tout d'abord, rappelons qu'en 1979, lors de l'élection fédérale, le Parti libéral avait obtenu plus de votes que le Parti conservateur, mais c'est M. Trudeau, père, qui avait annoncé qu'il cédait les rênes du pouvoir au Parti conservateur parce qu'il avait eu le plus de députés élus à la Chambre des communes à ce moment-là, même s'il avait eu le plus de votes.
Deuxièmement, en 1966 au provincial, alors qu'il y avait eu, ça achève mon temps, mais ça vaut la peine. En 1966 au provincial, le Parti libéral de Jean Lesage avait eu 46 des votes. Le Parti de l'Union nationale de M. Johnson, père, avait eu 40 des votes, mais il y avait eu plus de députés à l'Union nationale. Et là, M. Lesage ne voulait strictement rien savoir. Et en entrevue en direct par Pierre Nadeau avec Daniel Johnson, père, M. Johnson avait eu la déclaration savoureuse suivante. Si M. Lesage ne sait pas qu'il a perdu, moi, je sais que j'ai gagné. Et finalement, c'est la pluralité, non pas la pluralité des votes, mais le nombre total de députés qui fait en sorte qu'on désigne qui forme le gouvernement. Et, M. C. Là-dessus, je vous inviterai, je vais faire la petite publicité sur mon article de la formation du gouvernement qui a gagné le prix Germain Brière, où j'examine l'ensemble des cas où ça s'est présenté. On a des cas au Canada, par exemple, dans l'affaire King-Byng, en fait, oui. King avait eu moins de sièges que les conservateurs et était resté au pouvoir. Donc, ce n'est pas nécessairement celui qui obtient le plus grand nombre de sièges lorsqu'il n'y a pas une majorité qui doit former le gouvernement. Non, on comprend.